Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandra. Alors je suis ravie, aujourd'hui on est accueillis par l'hôtel intercontinental Lyon Hôtel-Dieu, une magnifique adresse et qui nous a ouvert un petit salon juste pour nous. J'avoue que je ferai durer cette interview toute la journée juste pour profiter des lieux magiques. Exactement, on est très chanceuse et donc je suis ravie de pouvoir vous accueillir. Nathalie Bianco, vous êtes romancière, vous avez écrit déjà 2 romans, Les Petites et Les Printemps. Donc, moi, j'ai eu la chance de lire Les Printemps déjà. Je vous recommande vraiment vivement l'ouvrage. Et là, vous allez bientôt sortir, je crois, un troisième roman. Un troisième pour la rentrée littéraire, ouais, en septembre. En septembre. Donc, on a un rendez-vous est déjà pris. Et donc, je voulais vraiment prendre le temps de ce café et d'échanger avec vous parce que vous n'avez pas commencé votre carrière comme romancière. Vous avez fait plein de choses. Vous allez nous expliquer. Vous avez eu plein de vies, plein de métiers différents. Et vous avez un parcours très intéressant et je voulais un petit peu qu'on prenne le temps d'échanger et de voir un petit peu avec vous comment vous aviez fait, quelles portes vous aviez ouvertes, voilà. Mais d'abord, évidemment, Nathalie, première question de l'émission, est-ce que vous êtes une femme engagée et pour vous, ça veut dire quoi être une femme engagée? Ah là, je vais vous décevoir. Non, je me considère pas particulièrement comme engagée. C'est là qu'on arrête tout. Bon, c'est fait. Voilà. Non, je me considère pas engagée dans le sens d'un engagement collectif, faire partie d'une association de mouvement, de militantisme et tout. Ça m'est arrivé de le faire et à chaque fois que je l'ai fait, il y a toujours eu un moment où ça m'a gonflé, ça m'a fatigué, ça m'a agacé parce que il y a cette obligation, entre guillemets, de suivre une ligne de pensée qui me correspond difficilement. Donc, je me considère pas vraiment comme engagée parce que ça viendrait un petit peu contrebalancer mon envie de liberté d'opinion. Donc, je peux m'engager ponctuellement sur des sujets, sur des thématiques. Voilà. Alors oui, c'est ça, parce que ce qu'il faut quand même dire à nos Lyonnes qui nous regardent, c'est que vous êtes engagé en tous les cas au sens du débat public. Ouais. C'est-à-dire que vous donnez votre opinion très régulièrement sur les réseaux sociaux, vous avez une page Facebook extrêmement suivie, et vous donnez votre avis sur des tas de choses, des tas de sujets. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est Alors ça peut être une forme d'engagement si on prend l'engagement dans le sens d'assumer, de donner sa vision des choses sans aucune volonté d'évangéliser les gens, sans aucune volonté de plaire ou de déplaire, voilà, mais simplement de poser sa vision des choses et de l'assumer quoi qu'il arrive. Donc oui, effectivement, là-dessus, je suis 100% engagée. Je suis engagée sur mes idées, sur mes certitudes, sur mes convictions, voilà. Et puis quelquefois, j'assume de revenir en arrière. Je suis engagée sur ma liberté de penser. Et vraiment, c'est dur de dire cette expression parce que c'est tellement galvaudé par la chanson et trucs comme ça. Mais vraiment, c'est quelque chose à laquelle je suis attachée. C'est farouchement, c'est ce droit de penser comme tout le monde sur certains sujets ou pas comme tout le monde, ou à rebrousse-poil, ou de poser des questions, de se moquer de certains sujets également. Donc ça, oui, j'y suis engagée à 200%. Mais alors justement, parce que moi, ce qui m'interpelle, c'est que vous prenez des positions qui sont pas forcément faciles, qui sont pas forcément des positions, on va dire, des grands courants, de masse. Vous n'êtes pas dans la convenance, mais on sent vraiment beaucoup d'authenticité, dans ce que vous écrivez. Est-ce que c'est pas compliqué? Parce que j'imagine que ça suscite des réactions qui sont pas toujours positives. C'est pas compliqué d'assumer C'est tout le sens de l'engagement, en fait. C'est très compliqué. C'est par moments, c'est par vagues, selon les sujets que je vais aborder. Effectivement, souvent, moi, je dis, moi, j'ai rien à gagner à écrire sur tel sujet, à publier telle chronique. J'ai rien à gagner parce que ça viendrait plutôt par moments m'embêter par rapport à ma position de romancière. C'est-à-dire que si je me contentais de faire tout le temps des chroniques pour dire la guerre, c'est méchant, il vaut mieux être gentil, et voilà, forcément que je pourrais faire des jolis textes et ce serait beaucoup plus simple. Donc, pour être très clair, ça arrive qu'on me reproche certaines positions, ça arrive qu'on m'étiquette. Sur les réseaux sociaux, en plus, on est très vite identifié, on est très vite trollé. Donc, être trollé, ça veut dire concrètement recevoir des messages d'insultes. Ça veut dire aussi s'apercevoir sur des
des comptes dont on connaît absolument pas les gens, qu'on parle de vous en vous traitant de tous les noms. Donc voilà, c'est pas très confortable. C'est important du coup pour vous de vous exprimer. Pourquoi c'est important de s'exprimer, donner votre avis? Je sais pas. En fait, ça c'est quelque chose. C'est plus confortable pour moi quand j'ai une opinion que ça sorte, de l'exprimer en faisant très attention parce que je suis pas du tout adepte je dis un truc et puis ça sort et puis on verra bien. Quand j'ai envie de dire quelque chose, je suis écrivain, donc je pèse mes mots, je réfléchis, mais ce serait plus douloureux pour moi de le garder. Voilà, donc je fais la balance entre les inconvénients et l'avantage. Et finalement, je pense que ce serait plus compliqué de vouloir être lisse, consensuelle et de garder pour moi des choses qui m'amusent, qui me choquent, qui me révoltent, qui me chagrinent. Donc c'est presque une forme de besoin finalement. Oui. Voilà, c'est peut-être un grand mot, mais il y a du besoin là-dessus. Il y a une envie très forte de dire les choses. Et là, est-ce que vous pensez, ou est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que les femmes, elles s'expriment suffisamment dans cet espace public? Est-ce qu'elles donnent suffisamment leur avis, selon vous? C'est général, mais oui, c'est un peu général. Je pense que oui. Je pense que ça commence. Je pense que, en tout cas moi, sur les réseaux sociaux, les personnes, je me rends compte comme ça en écoutant votre question. Je me rends compte que les personnes que je lis avec le plus de plaisir sont souvent des femmes. D'accord. Mais j'en fais pas une généralité parce que je suis vraiment pas dans ce genre de classification. Les femmes sont plus ceci, les hommes sont plus cela. Mais je pense que ça vient effectivement. Il y a des textes engagés, des analyses politiques, des textes sociétaux, des textes drôles qui viennent de femmes. Et puis je lis aussi des chroniques pleines d'humanité, de douceur, de poésie qui viennent des hommes. Donc, je pense que l'écriture doit nous donner cet espace de liberté qui est de faire la paix avec son sexe. C'est-à-dire, voilà, je suis femme ou je suis homme et je ne suis pas obligée d'écrire comme une femme ou je ne suis pas obligée d'écrire comme un homme. Je suis pas obligée de me limiter à parler d'amour ou à parler de cinéma ou à parler de politique en me cantonnant plutôt là parce que je suis une femme ou un homme. Donc, je pense que l'écriture doit donner cette liberté et qu'on y vient. Donc, les femmes, elles ont des atouts pour réussir dans le débat public, si je vous entends. Autant que les hommes. Autant que les hommes. Vraiment. Jamais, je dirais, des choses un peu tranchées, genre les femmes. Non, les femmes ont autant d'atouts que les hommes. Ce qui manque ensuite, c'est juste d'oser, de se lancer. Vous pensez que c'est ça qui leur manque aux femmes? Oui, je pense. Moi, je n'ai jamais pensé que les femmes étaient meilleures penseuses ou meilleures philosophes. Voilà. Après, c'est au départ la question, c'est est-ce qu'on y va ou on n'y va pas. C'est ça. Voilà. Si tout le monde y va, si un homme ou une femme, bon, voilà, c'est exactement comme en politique, quoi. Je pense pas qu'on puisse dire qu'une femme potentiellement soit meilleure gouvernante ou meilleure ministre. Enfin, moi, je le dis souvent. Moi, mes ovaires ne me confèrent aucun passe-droit et aucune supériorité, aucune infériorité. Évidemment. Voilà. Donc, la question est juste, est-ce qu'on y va? Alors, justement, vous avez fait là le choix assez récemment d'y aller, entre guillemets, c'est-à-dire de vous lancer en tant que romancière, en tant qu'écrivain. Vous dites écrivaine, vous dites quoi, vous? Moi, je dis encore écrivain, mais c'est pareil. Pour moi, c'est pas un combat. Voilà. D'accord. Je m'offusque pas quand on dit que je suis écrivaine ou quand on dit auteur ou autrice. Moi, j'ai tendance à raisonner un peu à l'ancienne parce que j'aime bien aussi, ça devient un peu une provocation de dire je suis écrivain, je suis auteur. Et en même temps, j'en fais pas un combat. Alors, je me bats pas contre ça. Voilà. Ça se passe pas là. Voilà, c'est pas grave. Si vous voulez mettre un E à la fin, on peut mettre un E. Il se trouve que j'ai été suffisamment mauvaise élève dans ma vie pour aujourd'hui respecter les règles qui existent encore d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, mais je me rends compte que ça m'arrive de me définir comme auteur, à mettre un E, autrice. C'est pas un sujet. Non, voilà, c'est pas un sujet. Okay. Voilà, je pense qu'on a bien plus intéressant. Et des fois, ça m'arrive sur mes textes qu'on m'interpelle en disant mais pourquoi utilisez-vous le mot auteur avec un E alors que c'est autrice ou des choses comme ça. Et souvent, je réponds comme vous voulez. Voilà. Fin du débat. Pour ne pas dire je m'en fous. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais là, justement, donc vous, ça n'a pas forcément, c'était pas tout tracé pour vous de vous retrouver romancière. Pas du tout, non. Non. Et donc, petite, vous vouliez faire quoi? Vous rêviez de faire quoi? Je sais pas. Je voulais être détective privé ou d'accord, comme ça. J'avais plutôt envie de me bagarrer, de combattre les méchants. Je raconte un peu ça dans les petites, mais oui, je regardais les drôles de dames à la télé. Moi, je voulais plutôt être une drôle de dame et puis arrêter les méchants, faire des enquêtes.
Voilà. J'étais déjà dans un univers créatif. Oui. Ouais. Mais j'ai été très, très mauvaise élève à l'école. Je ne travaillais pas bien. Je n'étais pas très douée pour grand-chose. Sauf que j'écrivais déjà. Voilà, la seule matière où vous aimiez bien, d'accord, quand même. Voilà, quand on était petits, on faisait des rédactions. Voilà, c'était la seule chose où j'étais vraiment bonne. Ah, d'accord, ça vous plaisait. C'était les rédactions. Et puis ensuite, quand j'étais au collège, après j'ai arrêté l'école très tôt, mais quand j'étais au collège, voilà, j'étais calamiteuse vraiment en tout. Et je posais un peu une énigme à mes profs parce que j'étais plutôt bonne en français. Ah oui, d'accord. Okay. Je voulais pas être écrivain parce que ça pas être un métier très, très folichon. Hein, beaucoup moins bien que d'arrêter des voleurs. Mais il se trouve que ça s'est imposé à moi parce que c'est peut-être la chose que j'ai toujours fait le plus facilement. Ouais, le plus spontanément. Ouais. Et alors, donc, du coup, vous n'avez pas passé le bac, hein, je crois, c'est ça? Ouais. Vous vous êtes orienté vers quoi? Vous avez fait quoi? Vers rien du tout, parce qu'en fait, moi, je fais partie de ces de ces jeunes, il y a encore plus maintenant, qui étaient en échec scolaire. Hein. Moi, très, très tôt, voilà. Moi, je venais d'un milieu très défavorisé où, de toute façon, c'était pas grave. Voilà, d'accord. C'était que, on n'avait pas des cours de rattrapage, on n'essayait pas de trouver une autre solution, c'était pas grave d'être, voilà. Moi, j'ai grandi dans un milieu où, il y avait deux options qui s'offraient à moi, en gros, quand on était une femme. C'était la coiffure, hein, ou la coiffure, l'esthétique, ou vendeuse à la rigueur, ou l'option un peu plus chic était d'être secrétaire, standardiste et secrétaire. Voilà. Et dans mon ADN, dans mon spectre, dans ma culture, voilà, le secrétaire, c'était vraiment le top de ce à quoi je pouvais espérer. D'accord. Donc, comme j'étais pas douée de mes mains avec la coiffure, je pense que j'aurais vraiment traumatisé pas mal de gens. Donc j'ai fait plein de petits boulots. D'accord. Donc, j'ai été serveuse, j'étais géo au Club Med, j'ai bossé en usine. Vous vous rappelez votre premier job ou votre premier stage? Ouais, mon premier job, c'était dans une usine, dans une entreprise qui recyclait des vêtements. Qu'on distribuait les vêtements que vous donnez, voilà. Donc mon premier job, j'étais sur une chaîne et je triais les vêtements en fonction à laver, à jeter, voilà. Donc c'était un truc comme ça, un job. Est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont aidé dans votre parcours? Est-ce que vous avez été aidé, encouragé par des hommes, des femmes, les deux? Est-ce qu'il y a des gens qui ont compté et qui ont été moteurs à vous dire allez, fais plutôt ci ou va là-dedans? Alors, pour moi, d'abord, j'ai donc eu pas mal d'années où j'ai fait des petits boulots comme ça. Et puis, à un moment, j'ai quand même eu envie un peu de progresser. Donc, j'ai pas fait du tout d'études, mais la seule chose que j'ai apprise à l'époque, moi, je suis d'une génération autre, j'avais appris à taper à la machine. D'accord. J'avais pris vous saviez taper. Voilà, on a une formation où on avait les mains cachées pour pas avoir le clavier. Donc, je tape aujourd'hui encore, c'est mon talent. Hein. Voilà. Je tape très, très vite sans regarder mes doigts. Donc, j'avais appris ça. Et puis ensuite, je me suis dit, voilà, je vais essayer de devenir secrétaire, comme on était à l'époque. Et est-ce que j'ai été encouragée? Oui, je pense qu'à un moment de ma vie, j'ai dû avoir un responsable, un chef qui m'a donné de plus en plus de responsabilités. D'accord. Qui m'a fait passer de secrétaire à assistante, à vraiment, qui m'a fait... et donc, oui, je pense que la première personne qui m'a aidé à croire en moi et à qui a vu que j'avais peut-être un potentiel, c'était un homme. D'accord. Et puis ensuite, j'ai eu une femme chef et pareil, voilà, je me suis souvent dit, c'est un petit peu comme une spirale positive. Une fois que ça a commencé, les gens vous aident. Moi, en tout cas, mon expérience est que si vous êtes motivé et si vous avez du potentiel ou un peu de talent, les gens sont plutôt d'accord pour vous aider. Voilà, on peut toujours tomber sur des cas névrotiques qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, bien sûr, mais les gens sont plutôt contents de voir émerger des gens, de dire tiens, elle peut faire ci, elle peut faire ça, tiens, voilà, donc c'est plutôt positif. Encore une fois, il faut y aller. Ouais, c'est ça. C'est juste la pitch-night de départ qu'il faut. Et vous, c'était quoi votre moteur? C'était de dire, je veux vraiment, je veux être secrétaire, je veux passer les échelons pour. Moi, je pense que ce qui m'a dévoré quand j'étais jeune, c'était l'envie. D'accord. C'était vraiment l'envie, pas forcément au sens sympa du terme. Hein, j'étais envieuse. D'accord. D'accord. Okay. J'avais envie, mais j'étais aussi envieuse quand je voyais
des filles dans la société où je travaillais. Moi, j'étais au début au Standard, hein, je faisais des cafés. Quand je voyais les filles passer avec des tailleurs, des talons, je les trouvais hyper chic. Elles avaient toujours l'air affairées, les dossiers. Je me disais, c'était un peu comme une série encore télévisée. Je me disais, qu'est-ce que j'aimerais être moi aussi, m'habiller comme ça. Qu'est-ce que j'aimerais avoir des réunions. Voilà, c'était l'envie dans ce sens-là. Qui a été moteur. Ouais, vraiment. Et puis l'envie, et puis un petit sentiment de mince, quoi. Qu'est-ce qu'elles ont de plus que moi? Pourquoi je ne pourrais pas le faire? Est-ce que vous avez senti à l'inverse, je ne sais pas, est-ce que des fois vous avez senti qu'on vous bloquait, qu'on vous interdisait des accès, des promotions, est-ce qu'il y a des choses où on ressent que voilà, vous n'êtes pas forcément la bienvenue ou que... Honnêtement, non. C'est certainement dû se produire. Je pense que si ça s'est produit, et là, je vais avoir une parole un peu... c'est plus les femmes. Voilà. Ah, les femmes entre elles. S'il y a des gens qui ont un peu mis des bâtons dans les roues, qui m'ont regardé un peu de haut, c'est plutôt les femmes. Voilà. Parce qu'il y a plus un phénomène peut-être qui a pu se produire parfois. Mais vraiment, j'en parle, c'est à la marge. Oui, c'est ça. 90% des gens que j'ai rencontrés étaient bienveillants, les femmes étaient solidaires et tout. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être pu avoir des fois des petites... Mais c'est plus du domaine de la rivalité féminine. Donc vous avez été secrétaire assistante. Et après vous avez fait quoi alors en fait, ce que j'ai fait, je peux quand même le confesser après tant d'années. Je voulais trouver un métier, je voulais rentrer dans une entreprise, je voulais bosser dans je voulais avoir un bureau, je voulais avoir un ordinateur. Et puis j'ai eu du mal à trouver des postes qui étaient intéressants. Et puis à un moment, tout simplement, j'ai upgradé mon CV. Je n'avais pas de diplôme et franchement, même dans les années 80, 90. À ne pas avoir du tout de diplôme, c'était un vrai frein. C'est un frein, il faut le dire. Oui, ça veut dire que personne ne vous prenait, c'est ce que vous me disiez avant l'émission, personne ne vous proposait un entretien. On ne regardait pas. On ne lit pas votre CV. On ne lit pas le CV. Donc, à un moment, j'en ai eu marre, ce que je vivais comme une injustice, ça m'a énervé. Je me suis dit, bon, allez, je tente le coup. Voilà, donc j'ai upgradé mon CV. Upgradé, c'est le mot chic pour dire bidonné. Je me suis mis un diplôme que je n'avais pas, mais je me suis dit, je pourrais très bien l'avoir. Il n'y a pas de raison. Donc, du coup, je n'ai pas choisi un truc trop... voilà, je me suis juste mis un BTS, un Bac+2. Je me suis dit, ça fera déjà l'affaire. Je n'étais pas déjà assez ambitieuse pour taper plus haut, mais je ne sais pas si je manquais d'ambition ou peut-être j'étais bien réaliste déjà. Et ça a été magique. Dès que je me suis mis cette ligne sur mon CV, ça a tout changé. J'ai eu des entretiens et j'ai été embauchée immédiatement. Ah oui. J'étais très contente. Et puis c'est un peu vertigineux de se dire mais c'est ça en fait. C'est juste ça qui manquait. C'est juste ça. J'étais la même l'année dernière. Mais bon, j'étais tellement contente d'avoir un pied dans l'entreprise que je me suis dit tant pis. Alors bien sûr que c'est jamais agréable. Je suis pas hyper fière de ça. Puis j'ai quand même vécu quelques années en me disant si on le sait. Oui, c'est ça. Et puis en même temps, c'est un peu comme les pubs avec un petit démon, un petit ange. Il y avait une partie qui disait ça craint si on le sait, et puis une autre qui disait mais qu'est-ce que t'en as à faire? Au pire, tu dis c'est comme ça. Vous êtes vraiment des mauvais recruteurs puisque vous n'avez pas décelé. Vous n'avez pas vérifié et vous n'avez pas décelé que j'avais un potentiel aussi avant de rajouter cette ligne. Oui, puis j'imagine que de toute façon, après, c'est aussi donnant-donnant. Si vous ne donnez pas satisfaction, on va peut-être se poser la question de vos diplômes. Exactement. Et si à l'inverse, non. Voilà. Donc après, je suis rentrée dans une entreprise et puis j'ai monté les échelons. D'accord. Petit à petit, à mon rythme, et c'était sympa. Et alors, comment vous vous retrouvez romancière? Vous avez fait quoi entre temps? Alors, donc moi, je suis rentrée dans l'entreprise qui a été la plus significative pour moi. J'y suis rentrée comme secrétaire, assistante, chef de produit, chef de groupe. Je suis partie responsable. Ah oui, vous avez vraiment fait tous les échelons. Oui, je suis partie, j'étais responsable marketing. Oui, donc une sacrée évolution. C'était sympa. Oui, j'ai passé de belles années. J'ai vraiment gravi les échelons. Donc, ensuite, tout a été plus facile. C'est vraiment... Il faut vraiment se représenter une pyramide. Une fois qu'on a... D'abord, le plus dur, c'est de mettre le pied sur l'escalier. Déjà, qu'on vous laisse mettre le pied sur l'escalier. Après, c'est plutôt affaire de travail, de volonté et de persévérance. Et d'engagement, voilà. Et puis, une fois que vous y êtes, ensuite, tout est facile. Après, il y a plein de pyramides et il y a des ponts entre les pyramides. Donc, ensuite, la vie est facile. La vie professionnelle devient facile pour peu qu'on souhaite et qu'on veuille s'engager sur des ponts. Donc, après, j'ai travaillé dans d'autres entreprises, un peu moins longtemps. Et puis, à un moment, j'ai eu envie de faire autre chose. Donc, je suis devenue consultante. D'accord.
pour un cabinet de conseil en management. Et là, j'ai dû refaire un peu la même chose. C'est-à-dire que on me donnait pas ma chance parce que je venais pas du Sérail, j'étais pas consultante à la base. D'accord. Donc, encore une fois, j'ai dû encore un peu enjoliver mon expérience. Ouais. Alors qu'en gros, j'ai bossé un petit peu à mon compte. D'accord. J'ai rien fait parce que vraiment, c'était pas j'aimais pas ça, bosser toute seule. Et puis ensuite, j'ai dû vraiment étoffer mon histoire. Storyteller voilà. Il y a ce concept d'écrire sa légende personnelle. Donc voilà, j'ai été obligée vraiment la gonfler pour rentrer dans un cabinet. Et une fois de plus, je me suis dit, voilà, c'était juste ça, en fait, qu'il fallait. Il fallait juste que je leur raconte que j'avais... C'est une drôle de leçon, là. Que j'avais déjà fait. Et dans ce cabinet, je refais à peu près le même parcours, c'est-à-dire que j'ai monté, j'ai été très rapidement consultante senior, j'ai eu des missions super intéressantes, j'ai animé des séminaires, j'ai fait des formations, voilà, j'ai travaillé 16 ans dans un cabinet de consulting, voilà, c'était vraiment une chouette expérience. Et donc là, la crise sanitaire arrive, c'est ça? Alors, la crise sanitaire arrive, alors moi, c'était un métier où je me déplaçais beaucoup, j'étais tout le temps, je me rendais pas compte, mais j'étais tout le temps à 200 à l'heure, dans les trains, dans les avions, animée un jour, voilà, je rentrais tard, je me partais très tôt le matin, et la crise sanitaire arrive, et là, je dois quand même l'avouer, je commence à vivre ma meilleure vie. On peut te le dire, mais je suis chez moi, tranquille. Tout s'arrête. Formidable. Et j'écrivais déjà sur les réseaux sociaux, j'écrivais déjà des chroniques. Okay. Et tout le temps, je me disais, d'abord, j'ai le temps de faire que des chroniques. Et puis, un roman, c'est inimaginable parce j'ai pas les idées, j'ai rien pour faire un roman. Et puis, la crise sanitaire arrive et voilà, j'ai le temps d'écrire un roman. Et là, l'idée vous vient comme ça? Enfin, comment ça se passe? Comment on a l'idée d'écrire un roman? On se réveille un matin, on se dit, tiens, ça pourrait faire une bonne histoire. Ouais. C'est une question de temps, en fait. Je pense que quand on a le temps, notre cerveau fonctionne. Il cherche d'autres choses à faire. Ouais. C'est une question de temps et puis pas que, mais oui, pour moi, cette révélation qu'avec du temps, je peux faire des choses. Et là, vous vous dites, allez, je vais écrire un livre, j'y vais, je me sens capable, je tente le truc. J'écris un roman, je m'amuse avec ça, je l'écris très vite, mais je faisais ça toute la journée. Quoi. Ouais. Et puis je l'auto-édite parce que, en fait, je raconte souvent les mêmes anecdotes, mais quand on envoie son roman à des éditeurs, bien entendu, 99,9% de chances de se prendre un râteau. Oui. Mais ça, c'est pas le plus révoltant. Moi, ce qui m'a le plus étonnée et révoltée, c'est que je reçois des lettres type de refus qui me disent votre roman, machin, mais qui me disent néanmoins, nous vous rappelons, nous vous informons qu'il existe des solutions alternatives. Vous pouvez vous auto-éditer, blabla. Et les éditeurs nous renvoient vers l'auto-édition et en plus nous donnent un code en disant avec ce code-là, nous pourrons suivre votre activité et surtout suivre vos ventes. En gros, si ça marche, on vous rappelle. Exactement. Et moi, j'avais une idée plutôt romantique du monde de l'édition, en disant on détecte un talent, on l'accompagne. J'ai trouvé ça infâme, voilà, de dire ton livre, il m'intéresse pas, mais si jamais il se vend, il va m'intéresser. Oui, c'est ça. Voilà. En gros, je prends 0 risque, mais par contre, si jamais ça se vend, je viens rien. Donc, ça m'a vraiment, vraiment agacée. Donc, je me suis effectivement auto-éditée sans leur code, rien du tout, en me disant, je garde tout pour moi et je signerai jamais. Avec un éditeur, si c'est comme ça, c'est pas la peine. Donc, j'ai écrit ce premier roman qui a bien marché. Donc, qui s'appelle Les Petites, qui s'appelait Les Printemps, parce qu'en fait, ils sont sortis dans l'autre sens. Ah, d'accord, voilà. OK. J'ai écrit Les Printemps. Ensuite, deuxième confinement, j'ai écrit Les Petites. Et là, j'ai été contactée par un éditeur qui me suivait sur les réseaux sociaux depuis longtemps et qui m'a dit, Nathalie, voilà, une éditrice en l'occurrence, qui est aussi auteure, qui s'appelle Caroline Bondran, et qui m'a dit, Nathalie, voilà, je viens d'être nommée directrice de collection d'un nouveau label qui se monte chez un éditeur reconnu, mais qui ne faisait pas de la littérature générale. D'accord. Depuis le temps que je vous suis, j'aimerais bien vraiment beaucoup vous éditer. Et là, j'ai dit oui tout de suite parce que c'était vraiment l'idée que je me faisais de l'édition. Quelqu'un qui aime les textes, qui a envie. Qui vous a suivi, qui vous a repéré. Et donc, du coup, là, j'ai signé les yeux fermés chez cet éditeur. Donc, ce qui veut dire qu'ensuite, les livres ont pris une autre
Ah oui, vous avez senti la différence. Ah bah oui, j'ai retiré mes livres parce que l'auto-édition, c'est artisanal, hein, c'est du bidouillage. Donc là, mes livres sont en librairie, voilà. Mais quand la démarche de se dire, je vais m'auto-éditer, vous l'avez, c'est en discutant avec vos proches et il y a quelqu'un qui vous dit, bah tiens, puisque tu n'as pas de retour d'éditeur, tu n'as qu'à faire de l'auto-édition. Ou vous dites, moi, je vais jusqu'au bout. Oui, je me suis dit, ça m'a tellement énervé ces premiers retours où les éditeurs eux-mêmes me disent, auto-éditez-vous, puis si ça se vend, on vous recontactera. Que je me suis dit, je vais m'auto-éditer et si ça se vend, vous ne me recontacterez pas parce que je ne vous répondrai pas. Voilà. Mais voilà, j'ai plus fait ça comme un défi. Et puis, en fait, quand on s'auto-édite, on a zéro pression puisque tout ce qu'on risque, c'est que ça ne marche pas. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas grave. Voilà, on n'engage personne d'autre que nous. Donc, je me suis dit, je verrai bien. Non, mais c'est rigolo parce que ça dénote quand même d'un tempérament. Moi, j'ai souvent un tempérament qui me pousse à dire, on verra bien. Okay. Allons-y. Vous ne posez pas de questions. Voilà. Et puis, si ça ne marche pas, ce n'est pas très grave. Ah oui, voilà. Ça, c'est important, en fait. Donc, je me suis dit, voilà, et au pire, qu'est-ce que je risque, voilà. Oui, vous n'avez pas de sentiment de vous dire, je ne suis pas légitime ou pourquoi j'irai écrire un roman. Vous ne vous posez pas de questions. Je me dis jamais. J'essaye de ne pas me dire, je ne suis pas légitime. J'essaye de raisonner en me disant, je suis légitime si je le décide. Et puis, si finalement, je ne l'étais pas, ce n'est pas grave. Ah ouais, non, je pose la question parce que c'est un truc qui revient souvent chez les femmes quand on discute. C'est très féminin. Ouais, je pense que c'est très féminin parce que dans toute ma vie, quand j'ai raconté mon histoire de dire pour rentrer enfin dans le monde du travail qui me faisait fantasmer, j'ai dû gonfler mon CV, j'ai dû bidouiller, j'ai dû m'inventer un diplôme que j'avais pas. C'est une anecdote qui a toujours fait beaucoup rire les hommes. Ouais. Les hommes m'ont souvent dit moi aussi. Hein, super, moi aussi, bien entendu. Et les femmes m'ont souvent regardé avec des grands yeux. Oui, c'est clair. Ah bon, tu as fait ça, voilà. Et c'est là, je me suis dit, ah ouais, c'est ça peut-être, encore une fois, ce qui manque peut-être aux femmes, c'est cette petite audace. Oui, c'est ça. J'y vais et on verra bien et c'est pas grave, en fait. C'est pas non plus... Mais je mets ça tout à fait en rapport avec une statistique que j'avais vue une fois dans un article qui disait que quand un homme ou une femme sont en recherche d'emploi, quand une annonce ne correspond pas tout à fait au profil de l'homme, il répond à peu près, même s'il a 50% des compétences, tout à fait, même s'il lui en manque donc 50%, il y va, il tente le coup. Et une femme, elle va répondre quand elle a 80% des compétences. Ouais. C'est ça, c'est vraiment cette pitchonnette-là d'audace qui manque, c'est tu as 50%, mais tente le coup quand même. Voilà. Exactement. Moi, j'ai commencé à bosser, j'avais 20%. Même pas. Voilà. Parce que très concrètement, mon premier boulot que j'ai enfin décroché de secrétaire, moi, j'avais appris à taper à la machine, mais sur les anciennes machines. Voilà. Et puis ensuite, j'avais rebossé, j'étais serveuse et tout, donc j'avais pas eu l'occasion de le mettre en donc, quand je suis arrivée dans le monde du travail, il y avait les premiers ordinateurs dans les entreprises. Moi, j'avais pas d'ordinateur personnel. Oui, ça correspondait pas à ce que vous saviez faire. De travail, elle a quand même consisté à tourner autour de mon truc pour voir où ça s'allumait, comment ça marchait. Quoi. Et c'est un collègue. Ah oui, donc vous êtes autodidacte à fond, vous êtes débrouillée toute seule. Alors voilà, tout à l'heure, on m'a demandé quels étaient les hommes qui m'avaient aidée. Je pense qu'il y a un homme qui était à côté de moi, on avait des bureaux paysagers. Quand je suis arrivée le matin, qui m'a vu tourner perplexe autour de mon ordinateur pendant un petit moment. Quand j'ai enfin trouvé comment ça s'allumait, je cherchais comment ça marchait et tout. Et il a vu mon manège, il est venu me voir pour me dire, est-ce que je peux vous aider peut-être Et donc lui, il n'était pas dupe, il a parfaitement vu que j'y connaissais rien du tout. Et je pense que ça l'a amusé. Il l'a dit à personne. Il l'a dit à personne. Je pense que ça l'a amusé. Il m'a dit, regarde, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, donc il m'a montré un petit peu. Voilà, et donc voilà, c'est peut-être à lui que je dois beaucoup le plus finalement dans ma carrière. Oui, en fait, c'est de la débrouillardise que vous nous enseignez. Ouais. Vous dites quoi à vos enfants aujourd'hui? Vous leur dites ça? Vous leur dites qu'il faut se débrouiller, qu'il faut jamais se laisser dicter une conduite? Bien sûr. Voilà. Après, forcément, quand on a des enfants, on les élève de manière un peu plus dans un cocon. Donc les miens sont pas particulièrement débrouillards, sont pas très audacieux. Mais quand même, oui, souvent je leur dis, mais vas-y, tente ta chance. Qu'est-ce que tu as à perdre? Oui, c'est ça. Alors, là, aujourd'hui, maintenant, vous avez changé du coup d'univers, vous êtes dans l'écriture. Oui, alors aujourd'hui, je suis romancière à temps plein, et pas que romancière, en fait, puisque je suis en discussion pour l'adaptation
mes romans en série ou à la télévision, excellent. de vendre les droits audiovisuels. Ouais. Donc, dans cette optique, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que de vendre mes droits, c'est de travailler sur le scénario. D'accord. Donc, de rentrer encore dans un autre univers. Ouais, voilà, ça c'est encore un truc auquel je connais pas grand-chose. Mais là, je l'ai dit. Vous avez upgradé votre CV. Non, justement, pour la première fois, je l'ai dit très clairement. J'ai dit, moi, ça m'intéresse de pas que de vendre les droits, mais de travailler sur le scénario. Mais j'y connais rien. Mais j'ai quelque chose qui me dit que ça doit pas être bien compliqué. Oui. Voilà. C'est souvent une phrase que je me répétais plus jeune. Quand je voyais passer des femmes cadres, mais ça n'a même pas l'air bien compliqué. Je pense que je peux le faire. Oui, en fait, c'est accessible. Il faut juste, en tout cas, il faut tenter. Ouais. Il faut tenter, on verra bien. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux lionnes qui nous écoutent et qui auraient envie, un secrète envie d'écrire un livre ou de se lancer, je sais pas, de devenir journaliste ou je ne sais quoi. Vous leur dites quoi? Mais tentez le coup. Voilà. Tentez le coup sans vous mettre trop de pression. Je pense que quand on est en mode je joue ma vie sur ce coup-là, c'est quand même, qu'on soit un homme ou une femme, ça tétanise un petit peu. Donc amusez-vous avec votre envie. Voilà. Est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une façon de se faire remarquer? Oui, certainement, oui. Donc, il faut tenter, il faut faire des blogs. Dans l'écriture, certainement dans d'autres trucs que je ne connais pas, mais dans la musique, dans la peinture. Les réseaux sociaux, c'est quand même une manière accélérée de montrer, regardez ce que je fais, vous aimez pas. Donc, oui, je pense qu'il faut Est-ce qu'il y a des trucs à faire ou à pas faire? Je ne sais pas, des formats courts, des formats longs. Est-ce qu'il y a des trucs, astuces? Je ne sais pas, parce que moi, je suis un peu décalée, parce que maintenant, tout le monde va plutôt sur l'image, sur Instagram. Moi, je suis sur Instagram, mais j'aime pas parce que Instagram, faut faire des textes courts. Oui. Moi, j'aime bien développer ma pensée. Voilà, je sais pas faire des photos, donc c'est toujours nul ce que je publie. Donc moi, finalement, je continue à creuser mon chemin qui est un peu à rebrousse-poil. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, je pense que tout le monde vous dira, il faut faire des photos, des textes courts et des vidéos. Ouais. Voilà. Bon, il est hors de question que je fasse des vidéos. Voilà, donc, en fait, il faut y aller au feeling, il faut faire ce qu'on pense bien. Faites ce qu'on a envie de faire. Amusez-vous. Moi, quand j'étais petite, je jouais beaucoup. Je jouais à être détective, à être infirmière. Enfin, on fait ça quand on est petit, on joue à. Et je pense que quand on grandit, on perd cette envie, ce réflexe de « et si je jouais ?» C'est-à-dire que si vous voulez être actrice, et si je jouais à être actrice, si vous avez envie de monter une entreprise, d'ouvrir une pâtisserie, et si je jouais à être pâtissière, et si on se dit je joue, quand on joue pour que le jeu soit bien, on y met toute son énergie, et en même temps, si ça marche pas, c'est pas grave. Voilà. Moi, je joue encore. Je suis arrivée ici tout à l'heure à la réception de cet hôtel qui est somptueux. Moi, je viens d'un milieu extrêmement modeste. Moi, j'ai grandi dans des cités vraiment atroces. Donc là, je me suis dit, je joue à être une princesse. Vraiment, le temps, cette pensée-là me traverse. On s'adapte à son environnement. Je joue. Je me suis dit, tiens, t'as mis une belle robe, ça va, tout va bien. Voilà, je joue à être une dame chic. Ça rend tout plus simple et plus sympa. Donc, c'est vraiment un conseil que je donne aux femmes qui ont envie de se lancer, quelle que soit leur envie, jouer à l'être. Et puis, vous verrez bien si ça marche. Mais si ça marche pas, c'était un jeu. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Si tu veux ouvrir ta pâtisserie, ça n'a pas fonctionné, tu voulais participer à tel concours, t'as pas gagné, c'est pas grave. C'était un jeu. Joue à autre chose. Oui. Et puis, on a appris. Du coup, ça nous aidera pour la prochaine expérience. Ouais. Et alors, si vous aviez une baguette magique et que vous étiez nommée ministre de l'égalité femmes-hommes ou hommes-femmes, en tous les cas, voilà. Si vous aviez une possibilité de mettre en place quelque chose, qu'est-ce que vous feriez pour que les femmes, elles osent plus, elles s'engagent plus dans le débat public? Le débat public, dans leur place dans la cité, d'une manière générale. Je pense que je ferais peut-être un peu le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on promeut quand même beaucoup la non-mixité. On fait des clubs de femmes, on fait des réunions avec des espaces safe, entre guillemets, sous-entendu, le danger viendrait des hommes. On fait des clubs de parole où il n'y a que des femmes parce qu'on part du principe que les femmes peuvent mieux s'exprimer entre elles. On crée dans les pays de l'Europe du Nord, on fait des bus réservés aux femmes. Voilà, moi, je pense que ça, c'est pas bien. D'abord parce que ça nous met vraiment, ça nous cloisonne. Parce que ça met les hommes en position
systématique d'agresseurs potentiels, agresseurs pas que physiques, mais verbal. Voilà, ça nous met, nous, en position systématique de petites choses qu'il faudrait protéger. Voilà, donc je pense que vraiment, le contraire, ça marche aussi, c'est-à-dire d'enseigner aux petites filles tout de suite. On va parler de tel sujet, tout le monde prend la parole. Alors, bien sûr, ça veut dire qu'il faut être un régulateur. Il faut pouvoir dire aux garçons, attends, maintenant, t'es gentil. Mais il faut pouvoir dire aussi aux filles, t'as pas parlé, et ben la prochaine fois, tu prendras la parole. C'est pas aussi à nous de venir tout le temps te tendre le micro. Voilà, je pense que davantage de mixité avec cette fonction régulatrice d'encourager les filles et peut-être quelquefois un peu de réguler les garçons, mais sans y mettre non plus trop de drama. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Je pense que c'est à ce prix qu'on peut. Voilà. J'ai peut-être une position un peu d'une autre génération parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on n'est pas là-dedans, mais je pense que plus on se mélangera, plus on encouragera les filles, et puis on fera remarquer quelquefois aux garçons quand ils prennent trop de place, mais après, en laissant les choses se faire naturellement. Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que je suis pas favorable, par exemple, au quota, parce que je trouve que c'est humiliant de faire partie d'un quota. Voilà, d'être au comité de direction d'une entreprise parce qu'il fallait une femme. Voilà, enfin, moi, en tout cas, ça me parle pas du tout. En revanche, je pense qu'il est tout à fait normal qu'on donne leur chance aux femmes comme aux hommes. Mais je réfléchissais à un autre, il n'y a pas très longtemps, on a une nouvelle première ministre qui a été nommée. Et je lisais beaucoup d'articles et sur les réseaux sociaux, je voyais beaucoup que c'était quelque chose d'assez remarquable, dans le sens où on le remarque, parce qu'elle est une femme. Mais non, c'est remarquable par son parcours. Parce que c'est une fille de réfugiés qui a été pupille de la nation. Elle a un joli parcours républicain. Ça, c'est remarquable. Qu'elle soit un homme ou une femme, ça m'interpelle. Mais qu'elle soit une femme, moi, je m'en fiche. Et d'ailleurs, le deuxième élément assez étonnant, je trouve, sur cette nomination, c'est qu'on parle aussi beaucoup du fait qu'elle doit s'imposer par rapport au président de la République. Et je me faisais la réflexion que ça, on se la poserait beaucoup moins, cette question, si c'était un homme. Ouais. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir. Quand le président disait « je voudrais une femme première ministre », moi, ça me révoltait. Je me dis « mais pourquoi ?» Oui, c'est pas la raison pour laquelle on choisit son premier ministre. Quelqu'un de compétent. Et c'est intéressant parce qu'elle a deux particularités. Celle d'être une femme, qui pour moi n'est pas une particularité intéressante, et celle d'être quand même une pupille de la nation, qui est vraiment qui illustre parfaitement le mérite républicain. Et on met beaucoup moins en avant cette deuxième particularité. Donc, voilà, s'il fallait faire bouger les choses, je dirais, continuons à nous mélanger, surtout pas de ségrégation, continuons à encourager les femmes, voilà, simplement. Et puis ensuite, laissons-les tranquilles. Voilà, ne leur mettons pas une pression énorme. Il faut que tu fasses ci, parce que tu es une femme, il faut que tu t'imposes. Voilà, laissons-les. Une fois qu'on est tous sur la même ligne de départ, qu'on a bien vérifié, qu'on avait l'égalité des chances, ensuite, il faut laisser les choses se faire comme les gens ont envie. Bon, là, on a déjà une belle recette ce matin pour ce café, pour nous encourager et encourager les lionnes à prendre le pouvoir. Voilà. Et à jouer, à prendre le pouvoir. Et si ça vous plaît, allez-y. Allez-y, on fonce. Merci beaucoup, Nathalie, c'était un plaisir d'avoir partagé ce café des lionnes avec nous ce matin. Donc, à découvrir, si ce n'est déjà fait, les printemps et les petites. Et puis, on attend le prochain revoir à la rentrée. On publiera sur le groupe des lionnes. Avec grand plaisir. Merci, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lionnes. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir.